Nous commençons notre histoire non pas avec une princesse, mais avec une fille qui est partie de rien. Dante Renatas est né du prince héritier et de sa concubine. Ne voulant pas assumer la responsabilité de sa fille illégitime, le prince a abandonné Dante à sa mère, qui l'a laissée pour morte dans une ville lointaine. Quelle histoire tragique! Dante a connu un début de vie difficile. Elle a vécu avec des mendiants et des prostituées et a volé pour survivre. Mais à l'âge de 12 ans, on lui a offert un nouveau départ. Le professeur d'une académie de nuit lui a offert une chance de s'essayer au maniement de l'épée. Dante pensait qu'il s'agissait d'une plaisanterie et elle décida de prouver à l'homme qu'il avait tort en battant tous ses élèves. Choqué, le professeur Rowe l'a immédiatement prise en charge et lui a donné le nom de Dante, puisque ses parents ne lui en ont jamais donné. Bien qu'il soit gentil d'avoir aidé la jeune fille à sortir de la rue, le professeur Rowe la fait travailler jusqu'à plus soif et l'oblige à s'entraîner jusqu'à ce qu'elle tombe raide. Mais Dante a supporté la douleur. À 19 ans, le professeur Rowe est décédé. Dante s'est inscrite à un championnat et a gagné un peu d'argent. Elle devint mercenaire, gagnant sa vie et se faisant une place dans l'histoire de la guerre. L'un de ses triomphes les plus célèbres fut celui contre le dragon démoniaque Krušec, qu'elle vainquit avec ses seules lames. Après cela, le monde entier s'ouvrit à elle. Les gens la suppliaient d'épouser leur fils ou de venir travailler comme femme de nuit. À 23 ans, l'empereur l'a convoquée au palais impérial. Le prince héritier qui l'avait abandonnée lorsqu'elle était bébé était maintenant empereur. Il lui a donné le nom de Renatas et l'a ramenée dans sa famille pour la récompenser de tous ses exploits. Mais Dante n'est pas satisfaite. Elle exigea des terres, un manoir à elle et 10 millions de lingots d'or, ainsi que la permission de diriger les soldats. Si vous êtes conscient de votre valeur, pourquoi ne pas revendiquer ce qui vous revient? Franchement, l'empereur a été tellement intimidé par cette fille folle qui maniait l'épée qu'il a accepté ses conditions démesurées. Dès lors, elle mena une vie de luxe et devint elle-même impératrice. Si ce n'est pas une vengeance contre la vie, je ne sais pas ce que c'est. Malgré les nombreuses épreuves, Dante a vécu une vie heureuse, même si elle est morte à l'âge de 30 ans. Et 500 ans plus tard, son âme s'est réincarnée en Elena Paresca, la plus jeune fille du duc Paresca. Elena a conservé tous les souvenirs de sa vie en tant que Dante, et le fait d'être une jeune princesse choyée a été un peu difficile à accepter. Elena a maintenant 10 ans et a 3 fois plus d'intelligence et de manières que les enfants de son âge. C'est évident, il y a littéralement une impératrice adulte en elle. Elena est la fierté de sa famille, mais comme elle a déjà vécu une vie d'aventure et de péripéties, elle trouve tout plutôt ennuyeux. Le duc et la duchesse Paresca étaient très préoccupés par leur fille sèche et sans avenir et voulaient l'aider à trouver plus de joie dans la vie. Son frère aîné, Léonard, est lui aussi très affectueux. Aussi, lorsqu'elle s'intéresse à ses cours d'épée, il l'invite à l'accompagner. Après les combats incessants de sa vie passée, Elena n'a plus envie de manier une épée, mais elle se méfie de son professeur, qui est très arrogant, pense que les filles ne devraient pas utiliser d'épée. J'ai littéralement envie de dire, frère, elle a tué un dragon. Léonard prend sa défense et dit à son professeur que Elena peut faire ce qu'elle veut, mais il le défie en duel pour le faire taire. Même si Léonard a littéralement 13 ans et qu'il n'a encore rien appris. Elena avait raison, ce type est définitivement un imposteur. En fait, il est tellement méchant. Il n'arrête pas de se moquer de la façon dont Léonard bouge et se moque de lui quand il tombe. Quel professeur est-ce là? Il n'est pas non plus un très bon épéiste. C'est à se demander comment il a pu être embauché. Alors, pendant que Léonard fait une pause, elle lui donne quelques conseils pour riposter. Il ne se pose même pas la question de savoir si sa sœur de 10 ans a des conseils d'expert sur quelque chose qu'elle n'a jamais étudié. Il lui fait tout simplement confiance. Lorsque le combat reprend, les deux combattants sont 2 fois plus féroces qu'avant. Léonard a du mal au début, mais finalement, il repère l'opportunité qu'Elena lui a dit de chercher. Et il la saisit. Aussitôt, le professeur est à terre et gémit. Il est manifestement mauvais perdant puisqu'il se met immédiatement à hurler sur les enfants et à dire à Elena de ne pas se mêler des affaires des hommes. Ayant finalement eu assez de ses excuses, Elena prend l'épée de son frère et défie elle-même le professeur. Bien qu'elle soit 2 fois plus petite et 2 fois plus faible que lui, elle lui donne une bonne correction et lui dit même ce qu'il fait de travers au milieu de la bataille. Lorsque la bataille est terminée et que le professeur est de nouveau au sol, elle lui dit qu'il serait plus apte à coudre qu'à se battre. Ça doit faire mal à son ego. Elle lance l'épée en l'air et, alors qu'elle atterrit en plein sur sa tête, elle lui dit qu'il est viré.
Je ne sais pas qui lui a donné l'autorité de renvoyer quelqu'un à l'âge de 10 ans, mais après un tel duel, je pense que personne n'oserait discuter. Son frère est choqué. Mais comme Elena semble être un génie depuis son plus jeune âge, je suppose qu'il n'y a rien de suspect. Enfin, sa sœur a trouvé un but dans la vie en devenant son professeur d'épée. Je pensais qu'elle en avait assez de se battre dans sa vie passée. Veut-elle vraiment recommencer? Elena et Léonard expliquent toute la situation à leurs parents, qui semblent être les seuls à avoir la bonne réaction. Ils sont complètement en train de paniquer. Elle a demandé la permission d'enseigner à son frère, et après une semaine de réflexion, son père la convoque dans son bureau. Il s'avère que ce professeur était un imposteur. Il était le pire de sa classe à l'école, et même s'il est diplômé d'une institution prestigieuse, il a la réputation d'être un peu idiot. Le duc Steven est déçu de lui-même, mais Elena est heureuse qu'il l'ait attrapé à temps. Sinon, Léonard aurait appris toutes les mauvaises techniques et aurait dû repartir de zéro. Son père a manifestement réfléchi longuement à sa proposition. Même si elle est un génie, toute personne raisonnable s'inquiéterait de voir une enfant de 10 ans enseigner à quelqu'un comment utiliser une épée alors qu'elle n'a jamais combattu elle-même. Mais elle n'a jamais manifesté d'intérêt pour ce genre de choses auparavant. Il fait donc une suggestion. La semaine prochaine, le domaine accueillera un visiteur de l'âge de Léonard. Il lui propose une période d'essai. Si Elena peut enseigner à Léonard suffisamment bien pour battre leur invité, alors il envisagera une solution à long terme. Le seul hic, c'est que leur invité n'est autre que le prince César, qui a étudié au palais impérial et s'entraîne depuis des années plus longtemps que Léonard. Mais avec la légendaire Dante Renatas à ses côtés, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Le prince César est un membre de la famille Grey, dont les yeux rouges sont caractéristiques. Dès qu'Elena les voit, elle se souvient de l'homme à qui elle a transmis le trône avant de mourir dans sa vie antérieure, son ami intime, le duc Erez Grey. Lorsqu'il arrive au domaine, Elena est choquée par sa ressemblance. Mais contrairement à son ami le duc, le prince César est très mal poli. Il est clair qu'il a été élevé dans le palais impérial et qu'il a été gâté. Mais si quelqu'un doit le remettre à sa place, c'est bien notre Elena. Elle le confronte dès qu'il entre dans la maison. Comme il n'a pas aimé sa salutation, elle lui tend la main, ce qui choque tous les nobles du palais. Lorsqu'un majordome l'oblige à lui serrer la main, César en profite pour essayer de leur écraser les doigts. Mais s'il veut jouer à ce jeu, il n'a pas choisi le bon adversaire. Au lieu d'utiliser la force brute, Elena répond avec son cerveau et ajuste sa prise pour cibler ses articulations. Cette fille n'a vraiment pas froid aux yeux. Ne voulant pas admettre qu'il vient de se faire battre par une petite fille, le prince ne fait pas d'histoire et s'en va avec son majordome en promettant une revanche. Et c'est ainsi qu'ils deviennent ennemis pour la vie. Une fois l'accueil terminé, Elena est fermement réprimandée par sa mère. Non seulement elle a manqué de respect à un héritier du trône, mais elle a isolé un enfant qui vient de perdre sa mère. Comme il n'a pas beaucoup d'amis de son âge, la duchesse demande à sa fille d'être gentille avec César. Elena accepte à contre-cœur. Malgré l'opinion qu'elle a du prince, il semble évident qu'après la mort de sa mère, l'empereur, sa position dans la hiérarchie impériale est devenue un peu bancale. Il semble que le plus jeune fils ait été renvoyé pour le protéger de toute opposition dans le palais. César attend dans le couloir qu'elle sorte de la leçon de sa mère. Il semble beaucoup plus calme qu'auparavant et lui dit de ne pas s'inquiéter pour tout à l'heure. Je suppose qu'il essaie de jouer la carte de l'élégance et de la supériorité. Mais quand Elena lui assure qu'elle ne s'est pas inquiétée du tout, il s'emporte à nouveau. Elena le remet à sa place en lui révélant qu'elle sait pourquoi il a été envoyé ici. Après tout, il ne peut pas vraiment se dire supérieur quand c'est la famille Peresca qui le protège. L'arrogance du prince disparaît. Après cela, il est bien conscient qu'il est un hôte difficile à accepter. En l'accueillant, la famille Peresca risque de devenir l'ennemi de la nouvelle première impératrice, Valère. Il s'excuse de les avoir mêlés à cette histoire politique et lui dit qu'il n'y a pas besoin d'une hospitalité superficielle. C'est ce qu'il essayait de dire tout à l'heure. Elena a-t-elle déclenché une dispute sans raison? Pour la première fois de sa vie, Elena Peresca a commis une erreur. Elle essaye de ne pas s'y attarder, mais lorsque son frère l'évoque à l'entraînement une semaine plus tard, elle se met un peu sur la défensive. Il éprouve de la sympathie pour le prince, en raison de son éducation solitaire et compétitive. Alors, pour son bien, elle accepte d'aller se réconcilier avec César. Enfin, c'est ce qu'elle lui dit. Ce qu'elle fait en réalité, c'est aller repérer la concurrence pendant l'entraînement du prince avec son maître d'épée, Hamilton. Comme d'habitude, personne ne soupçonne une petite fille. Il laisse Elena assister à leur séance,
ce qui lui permet de découvrir que le prince est un génie. Non, sérieusement, ses réflexes et sa concentration sont étonnants pour son âge. Il est clair qu'il a un talent naturel, tout comme Dante dans sa vie précédente. À ce rythme, Léonard n'aura aucune chance. Comment diable va-t-elle le battre? Le professeur semble lui aussi impressionné. Peut-être que le prince fait un effort supplémentaire pour se faire valoir auprès d'Helena. Après l'avoir regardé s'entraîner, elle n'a pas pu trouver la moindre faille dans sa stratégie. Par curiosité, elle lui demande donc de se battre contre elle, pensant qu'il serait plus facile de repérer les faiblesses potentielles en personne. Bien sûr, le professeur et le prince sont stupéfaits et ne veulent pas porter le chapeau si elle est blessée. Helena change donc de tactique et lui propose un pari. Celui qui gagne peut dire au perdant de faire ce qu'il veut. Aucune plainte n'est autorisée. Évidemment, César ne peut pas refuser une telle offre. Le pauvre professeur ne bouge donc pas et les deux confrontent leurs épées, aussi déterminés l'un que l'autre. Le match commence. La stratégie d'Helena est de trouver ses faiblesses, ce qui signifie qu'elle doit essayer autant d'attaques différentes que possible pour le tester. Elle frappe d'abord dans une zone très difficile à défendre, mais le prince la bloque immédiatement. Il contre-attaque immédiatement, ce qui oblige Helena à se défendre. Le prince voit bien qu'elle n'est pas une débutante, mais il n'est pas du genre à reculer devant un combat. Helena ne l'est pas non plus, mais elle n'est encore qu'une enfant. Une enfant non entraînée qui est plus jeune que lui. Elle n'a ni l'endurance ni la force qu'elle a accumulée au fil des ans, alors elle utilise des techniques de terrain que l'on ne trouverait jamais dans une salle de classe. Mais au lieu d'esquiver, le prince prend le coup de plein fouet et le bloque avec son bras. Si c'était un vrai combat, il serait déjà mort. Alors qu'Helena est encore choquée par ses réflexes, il riposte, s'arrêtant juste à côté de son cou lorsque le professeur annonce la fin. Le pauvre homme doit penser qu'ils sont tous les deux des monstres. Avant que l'un d'eux ne soit sérieusement blessé, il déclare le match nul. Aucun des deux n'est satisfait de sa victoire, mais le prince reconnaît l'habileté de la jeune fille et dit que c'est le match le plus amusant qu'il ait eu depuis longtemps. Helena ne le montre pas, mais elle s'est aussi bien amusée. Maintenant, elle a trouvé un diamant brut, un nouveau projet à mener et à enseigner. D'ailleurs, à en juger par ce match, il pourrait lui apprendre quelques petites choses, lui aussi. Ce soir-là, la famille Peresca se met à table sans le prince. Apparemment, il est fatigué et a décidé de sauter le repas. A-t-il été blessé par son coup ou s'entraîne-t-il en secret pour une revanche? Pensant que c'est le premier, Helena se rend dans sa chambre après le dîner pour prendre de ses nouvelles. En ouvrant la porte, elle le trouve en écharpe et panique. Il n'est pas cassé du moins, et César semble être de bonne humeur. En fait, il s'amuse beaucoup de l'expression coupable d'Helena. Helena lui dit de ne pas prendre sa blessure à la légère. Elle s'est déjà cassé un doigt et cela n'a fait qu'aggraver sa douleur par la suite. Évidemment, c'est un peu bizarre de la part d'une enfant de 10 ans de révéler cela, et elle fait un très mauvais travail en prétendant que c'est arrivé pendant la récréation et non en bloquant l'épée d'un adversaire. Dans sa vie antérieure, elle s'étonne qu'il n'ait pas dit à tout le monde que c'était Helena qui l'avait blessé. S'ils étaient vraiment ennemis, ce serait l'occasion rêvée de lui attirer des ennuis. Mais César dit qu'il ne la déteste pas. Et puis, il ne serait pas aussi mesquin. Finalement, ses enfants commencent à comprendre qu'il vaut mieux être allié qu'ennemi. Il savait aussi qu'elle avait retenu sa force lors du dernier coup quand elle l'avait vu lever le bras. Elle a reculé autant que possible. Qui sait ce qu'elle aurait pu faire si elle était allée jusqu'au bout? César demande quel souhait elle aurait fait si elle avait gagné. Helena, bien sûr, voulait faire de lui son esclave personnel et lui faire accomplir des tâches pour elle, ce qui exaspère le prince. Au début, il refuse de lui dire quel était son souhait, mais après un peu de manipulation bien placée, il cède. Son seul souhait est qu'ils s'appellent par leur nom et non par leur titre. Tout ce qu'il voulait, c'était ça. Je suppose qu'il se sent très seul quand les gens lui font des courbettes et l'appellent prince tout le temps. De toutes les personnes. Helena comprend ce sentiment depuis qu'elle est impératrice. Même Arès, l'ancêtre de César, refusait de l'appeler par son nom. Elle accepte donc d'être moins formelle entre eux. Après cela, les choses se calment un peu. Ils ne peuvent pas s'entraîner au maniement de l'épée tant que son bras est en train de guérir. Au lieu de cela, ils jouent aux cartes avec Léonard tous les jours. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un peu ennuyeux au bout de quelques jours. Un soir d'orage, Hamilton décide de leur raconter une histoire de fantôme. Le manoir du duc Peresca serait hanté par une mystérieuse jeune fille, vêtue de bleu. Les nuits d'été, lorsqu'un orage soudain éclate, on peut la trouver dans le sous-sol. C'est du moins ce que dit la légende. Helena pense que c'est un tissu de conneries, mais les garçons sont convaincus et Hamilton s'amuse comme un fou, ce qui les fait transpirer lorsqu'un majordome intervient et le rappelle à l'ordre. César, en brave homme qu'il est, suggère qu'ils descendent sur place
pour en avoir le cœur net. Mais Elena refuse. Mais d'une manière ou d'une autre, elle se laisse entraîner, principalement parce que le prince l'a accusée d'être effrayée. Le duc a fermé le sous-sol à clé, alors Elena sort une épingle à cheveux et crochette la serrure. Elle dit littéralement à haute voix qu'elle avait l'habitude de faire cela tout le temps dans sa vie passée, mais pour une raison ou une autre, cela passe au-dessus de la tête des garçons. Les idiots. Léonard les conduit vers un ruisseau qui coule dans un tunnel sombre. Il n'y a rien de spécial, jusqu'à ce qu'une silhouette pâle sorte de l'ombre. Les garçons paniquent et entraînent Elena à l'étage avant qu'elle ne puisse la voir de plus près. Puis ils courent en hurlant à travers le manoir, réveillant tout le monde et hurlant à propos du fantôme. Alors naturellement, ils sont punis pour s'être faufilés en bas, après avoir débriefé leur aventure de minuit. Elena assure aux enfants que la silhouette n'était qu'une illusion dans l'obscurité, mais Hamilton leur dira plus tard qu'il s'agit d'un reflet des carreaux posés au fond du ruisseau. Alors que le bras de César est presque guéri, la fête du solstice d'été bat son plein à Elpentus, la ville proche du manoir du duc. Le prince a très envie de partir à la découverte, mais Elena n'est pas intéressée. Selon elle, il n'y a que des enfants, des voleurs et des festivals de jouets. Étant donné qu'elle a connu les deux, je suis surpris qu'elle ne soit pas plus enthousiaste. Hamilton ne veut pas laisser César y aller seul, alors l'innocent petit Léonard suggère qu'ils y aillent tous ensemble, ignorant complètement l'air furieux de sa sœur. Dès qu'ils sont en ville, le prince abandonne Hamilton et les autres serviteurs. Mais Elena ne tarde pas à remarquer que quelqu'un les suit. Je veux dire, 3 enfants bien habillés qui se promènent sans être accompagnés sont une cible assez facile. Mais lorsque Elena établit un contact visuel avec son harceleur, elle découvre un homme aux cheveux blonds. Il n'a pas l'air d'un kidnappeur. En fait, il a l'air inquiet. Il s'éclipse soudain et la petite duchesse le suit dans les ruelles. L'homme apparaît soudain derrière elle et se présente. La petite duchesse est un peu surprise de voir qu'il est sorti de nulle part. Ce type est-il une sorte d'escroc? Non. Il dit qu'il la cherche depuis un certain temps. Il semble croire qu'elle est la forme réincarnée de son roi, quelqu'un qu'il vénère manifestement. Reste à savoir s'il connaît la vérité ou s'il n'est qu'un fou furieux. Il disparaît mystérieusement, promettant de revenir la voir au moment où les garçons la rattrapent. Le prince, comme d'habitude, s'insurge contre le danger qu'elle court à se promener seule. Elena leur assure qu'il ne s'est rien passé, alors César retourne en courant chercher Hamilton dans le carrosse. Mais dès qu'il part, Elena a l'impression qu'elle n'est plus surveillée comme avant. Et cela ne peut signifier qu'une chose, quelqu'un en a après le prince. Une recherche rapide de César confirme leurs soupçons. Il est introuvable. Elena soupçonne qu'il a été emmené dans une maison close. Comme elles ne sont pas ouvertes la journée, c'est une cachette parfaite. Sans même réfléchir, elle part en courant à la recherche de la maison close. Elle dit à son frère d'aller chercher Hamilton. Il semble nerveux à l'idée de la laisser seule. En fait, en tant que frère aîné, il ne devrait certainement pas la laisser seule. Mais Elena est déterminée et elle ne fera rien de stupide. Après avoir trouvé un endroit suspect, elle crochette un cadenas et entre par la porte de derrière. Elle surprend une conversation entre 2 personnes qui parlent de la façon de poignarder une personne. Je vais donc tenter de deviner qu'il s'agit des types qu'elle recherche. Il est clair qu'ils préparent un meurtre et qu'ils essaient de le faire passer pour un accident. Elena jette un coup d'œil par la porte et aperçoit César attaché dans un coin. Il fait bonne figure, mais ses ravisseurs n'en sont pas perturbés. Il est évident qu'ils ont été engagés par quelqu'un de la famille royale pour se débarrasser de lui et s'assurer que la ligne de succession change en leur faveur. Si c'est le cas, Elena doit agir maintenant. Elle décide de faire diversion. Elle saisit une chaise et la frappe contre le sol, entraînant l'un des hommes dans le couloir, armé uniquement d'un pied de chaise cassé. Elena entre dans la pièce comme une véritable héroïne et lui assène un coup de genou. Elle attrape César, mais il tombe sur l'autre homme à l'extérieur. Ils n'ont plus d'autre choix que de s'enfuir pour sauver leur peau. Ils sont à peine à quelques centimètres de la porte qu'un autre homme, encore plus grand, apparaît de l'autre côté, les arrêtant dans leur élan. Il sort une épée et Elena s'apprête à faire ce qu'elle peut avec son pied de chaise. Soudain, César s'avance et la bloque, se prenant un coup dans le dos. Elena ne peut pas le laisser, alors elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, se tenir debout et se battre. Lorsque Léonard et Hamilton arrivent, ils trouvent les ravisseurs déjà pris en charge et gisant dans des mares de leur propre sang. Notre héroïne vient de devenir une meurtrière à 10 ans. Après l'incident, Elena passe 3 jours au lit. Elle s'est foulée la cheville et s'est abîmé les muscles du bras.
C'est probablement ce qui arrive quand on utilise des techniques de combat à l'épée pour adultes dans un corps minuscule. Heureusement, Elena n'a pas tué les kidnappeurs, qui ont donc été emmenés au Capitole pour être punis. Et le mieux, c'est que César s'en est sorti à la fin. 2 jours après sa guérison, Elena doit enfin faire face à la colère de son père qui la convoque dans son bureau. Il a l'air furieux, mais en réalité, il ne sait pas quoi faire d'elle. Il est clair qu'Elena n'est pas une enfant ordinaire. Hamilton veut déjà l'emmener à la capitale pour former ses talents naturels, mais il lui laisse le choix. Elle peut rester dans le duché et mener la vie tranquille qu'elle a toujours voulu. Ou bien, elle peut à nouveau choisir la voie du sang et de la gloire. Et elle décide de ne choisir ni l'un ni l'autre. La seule chose qu'elle aime vraiment, c'est apprendre à son frère à se battre à l'épée. Pour l'instant, c'est ce qu'elle fait. Ensuite, elle va rendre visite à César, mais reste bloquée à la porte. Que dire à quelqu'un qui a risqué sa vie pour vous? Elle est encore en train de se tourmenter lorsque le prince apparaît à ses côtés. Surprise, elle le suit dans sa chambre et s'enquiert de sa blessure. Il lui répond qu'il a encore mal, mais qu'il sera bientôt guéri. Au lieu de le remercier de lui avoir sauvé la vie, Elena commence à le taquiner en lui disant que sa blessure lui laissera une vilaine cicatrice et qu'il ne pourra pas se marier. César est gêné et dit que si la cicatrice affecte vraiment son mariage, alors elle devra s'occuper de lui à la place. Elena s'amuse de la plaisanterie, qui n'en est peut-être pas une fois les rires éteints. Elena lui demande s'il a eu du mal à dormir tant il a l'air fatigué. Il semble que le pauvre prince ait été trop effrayé pour se reposer. Et qui peut le blâmer? Celui qui a envoyé ces kidnappeurs est un membre de la famille impériale, quelqu'un qui vit dans le palais, où il retournera un jour. Pourriez-vous dormir en sachant que votre propre famille est à vos trousses? Tout cela est bien trop lourd pour un enfant de 14 ans, et c'est sans compter le traumatisme que représente le fait d'avoir failli être assassiné. Dans une étrange tentative pour le réconforter, Elena lui dit qu'il ne serait pas en sécurité même s'il renonçait au trône. Mais comme elle a déjà combattu pour un trône, elle sait que sa seule véritable option est de revendiquer son droit de naisse. S'il est toujours en lice pour le poste d'empereur, alors il y aura toujours des gens pour le protéger. Il n'a donc pas vraiment le choix. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. La confiance de César étant ébranlée, Elena le rassure en lui disant qu'elle le soutiendra et qu'elle restera à ses côtés pendant qu'il devient plus fort. Elle l'aidera à devenir empereur. C'est un peu loin d'une vie paisible à donner des cours à son frère. Cette nuit-là, Elena dort aux côtés du prince, ce qui lui permet de passer sa première bonne nuit de sommeil depuis l'incident. Quelques jours plus tard, la blessure a cicatrisé, laissant une cicatrice comme Elena l'avait prédit. Hamilton voulait absolument l'emmener à la capitale pour qu'elle perfectionne ses compétences, mais son père a refusé. Finalement, la famille fait ses adieux au prince après un été riche en événements. Après leurs adieux, César demande au duc s'il peut lui rendre visite chaque été afin qu'Elena lui apprenne à se battre. Il accepte et ils se serrent la main, promettant de rester maître et élève jusqu'à ce qu'il atteigne le rang d'empereur. Quelle différence avec leur première rencontre. 3 ans plus tard, les frères et sœurs Pérez reçoivent une lettre de César leur demandant de préparer la chambre d'amis pour son arrivée cet été encore. On dirait qu'il a retrouvé toute son arrogance ces 3 dernières années, mais au moins, il a survécu. L'ancien trio sera à nouveau réuni. Plus comme des enfants, mais comme des jeunes de 17 ans. Depuis 3 ans, Elena apprend à Léonard à se battre. Il a gagné quelques compétitions locales et est passé à des armes plus sérieuses. Plus de petites lames en bois qu'ils utilisent pour s'entraîner. Elena vient d'acheter une nouvelle paire d'épées pour eux deux, des épées en argent très brillantes. La réputation de Léonard n'est pas la seule à s'être améliorée. Elena est maintenant une tutrice très recherchée, même par ceux qui la traitaient de stupide et qui disaient qu'une petite fille ne pourrait jamais enseigner l'art de l'épée. Elle leur a prouvé qu'ils avaient tort et elle quitte la boutique avec les lames. Une jeune fille aux cheveux bleus percute soudain et s'élance dans la direction opposée. La princesse sait immédiatement qu'on lui a volé, même si je ne sais pas comment cette gamine a pu vider ses poches aussi vite. Bien sûr, c'est Elena. Alors, au lieu d'appeler des gardes, elle se lance elle-même à la poursuite du voleur. Il ne lui faut pas longtemps pour trouver un groupe de vauriens dans une ruelle, et parmi eux se trouve la fille aux cheveux bleus. Elena écoute leur conversation et découvre que la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. La jeune fille est en fait membre d'une famille noble, et les voyous veulent la retenir pour obtenir une rançon au lieu que sa famille ait à payer une somme énorme.
La jeune fille essaie de voler et de mendier pour pouvoir payer elle-même, un peu à la fois. Cela signifie peut-être que sa famille ne voulait pas payer la rançon. S'agit-il d'un enfant illégitime? Si c'est le cas, et cela va devenir très personnel pour Elena, puisqu'elle a été dans cette même situation dans sa vie antérieure. Pendant que les voyous battent à la petite fille, Elena s'empare du portefeuille et piétine les orteils du chef pour qu'ils s'enfuient tous en hurlant. Mais la petite mademoiselle aux cheveux bleus n'abandonne pas si facilement. Elle s'empare d'un caillou et se lance à l'assaut d'Elena, se battant pour récupérer son portefeuille. Voyant son désespoir, Elena propose un pari. Si la jeune fille parvient à la frapper une seule fois, elle lui remettra le portefeuille. Mais si elle se rend la première, la jeune fille devra devenir la subordonnée d'Elena. Dès qu'elle commence à riposter avec son épée, la jeune fille abandonne et se met à genoux. Après avoir posé quelques questions, Elena découvre qu'elle s'appelle Terra, un nom qui lui a été donné par le Seigneur avant qu'il ne les jette, elle et sa mère, hors du domaine. Elena ne supporte pas l'idée qu'elle se promène avec un nom donné par son horrible père. Alors elle lui en donne un nouveau, Agathe. Et à partir de maintenant, Agathe sera sa servante personnelle, ce qui est bien mieux que de vivre dans la rue et de voler pour survivre. Le lendemain, Agathe est déjà en uniforme et sourit d'une oreille à l'autre. Elle n'a que 12 ans. Mais elle apprend vite et tout le monde l'apprécie immédiatement. Le seul problème, c'est qu'elle est un peu trop enthousiaste. Elle veut littéralement tout faire pour Elena jusqu'à la nourrir à l'heure du dîner. Lorsqu'il s'agit de manier l'épée, Elena finit par fixer une limite et ordonne à Agathe de rester en dehors de l'aire d'entraînement. Léonard a remarqué l'obéissance de son nouveau serviteur et prévient sa sœur qu'elle et le prince ne s'entendront certainement pas. Elena tente d'ignorer le sentiment insidieux qu'il pourrait avoir raison. Le jour où César arrive enfin, il a bien grandi. Après une sorte de poussée de croissance, il a l'air d'un homme, pas d'un garçon, plaisante-t-il, en s'adressant à Elena. Tu sembles plus petite que l'année dernière, ce qui lui vaut un joli coup de poing dans l'estomac. Une fois remis de son coup de poing, César remarque Agathe, qui s'accroche déjà de manière protectrice à sa maîtresse. Comme Léonard l'a dit, il semble déjà irrité, mais Elena ne prend pas ses plaintes trop au sérieux. Elle est occupée à regarder ses cuisses, et elle n'a pas honte de l'admettre. Dans l'épisode précédent, Elena ne prend pas ses plaintes trop au sérieux, car elle est occupée à regarder ses cuisses. Non, littéralement. Et elle n'a pas honte de l'admettre. Honnêtement, elle aurait pu tendre la main pour les serrer si Agathe n'était pas arrivée juste à temps avec leur thé. Quelques secondes plus tard, le prince et la servante s'engueulent à propos d'on ne sait quoi. Elena leur dit de ne pas se disputer pour elle. Agathe quitte la pièce avec un sourire en pensant qu'elle a gagné cette manche. Quoi qu'il en soit, César a tellement envie de retrouver les bonnes grâces d'Elena qu'il lui propose de lui toucher la cuisse. Bien qu'elle ait l'air d'une perverse, Elena est vraiment impressionnée par la définition de ses muscles. Elle ne semble pas réaliser que frotter sa main sur les cuisses d'un adolescent n'est pas la chose la plus normale au monde, jusqu'à ce qu'elle lève soudain les yeux et se rende compte qu'ils ne sont séparés que de quelques centimètres. Elena s'élance alors hors de la pièce, le visage rouge vif. Est-ce la première fois qu'elle est embarrassée dans ses deux vies? Après cela, Elena fait de son mieux pour éviter complètement le prince. Elle est passée du statut de reine des glaces sans sentiment à celui de personne trop effrayée pour établir un contact visuel, ce qui est gênant puisqu'elle est censée être son professeur pendant l'été. Après quelques jours passés à fuir et à se cacher, Elena se dit qu'elle doit se ressaisir. Cette nuit-là, César apparaît sous sa fenêtre, jetant des pierres pour attirer son attention. Il est tellement romantique. Elle tente immédiatement de retourner à l'intérieur, mais il la supplie de rester et de parler un peu. Après avoir obtenu sa permission, il grimpe dans sa chambre et explique qu'il a dû venir de l'extérieur parce qu'Agathe gardait la porte. César semble penser qu'il a fait quelque chose de mal puisqu'elle l'évite depuis quelques jours. Elena lui assure qu'elle ne le déteste pas. C'est juste qu'il a changé. Je veux dire, regardez-moi ce beau gosse. Il a tellement grandi. Il est pratiquement une personne différente maintenant. Bien sûr, cela va être bizarre pour un ami d'enfance. Mais le prince admet qu'il est nerveux à l'idée de cet été. Il n'est là que pour 3 mois, et après, il sera adulte. Il craint que Léonard et Elena ne l'oublient une fois qu'ils auront grandi et commencé leur propre vie. Touchée par son inquiétude, Elena lui prend la main et lui promet de ne jamais abandonner son élève. À peine quelques secondes plus tard, il est totalement remis et s'enroule sous sa couverture pour s'endormir. Il n'a pas la moindre conscience de lui-même. Ils sont adultes maintenant, et partager un lit n'est plus du tout la même chose que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Mais César est insistant. Et après tout, elle vient de promettre de ne pas s'enfuir. Elle n'a donc pas le choix. Comme autrefois,
le prince est réconforté par sa présence et s'endort presque instantanément tout en s'excusant d'être devenu plus grand. Je ne sais pas si c'est beau ou complètement stupide d'être si innocent. Maintenant qu'ils ont repris contact, le cours d'escrime est tout aussi vicieux et exigeant qu'avant. César s'améliore rapidement, comme on peut s'y attendre de quelqu'un qui a des talents naturels, mais cela signifie qu'Helena doit constamment revoir tous les plans de cours, car il progresse à un rythme qui dépasse de loin ses attentes. Une personne qui sait mieux que quiconque ce que l'on ressent est Hamilton, qui est fier de l'avoir travaillé si dur. Il est également reconnaissant à Helena d'être une si bonne amie de César. Lorsqu'il passe l'été au domaine de Paresca, il est libre de rire et de faire son âge, contrairement à ce qui se passe au palais. Là-bas, on le surnomme le loup gris. Il ne fait confiance à personne et ne laisse personne s'approcher de lui. Hamilton admet même qu'on a tenté de l'assassiner, mais demande à Helena de garder le secret. Je suppose que les choses sont beaucoup plus difficiles pour César qu'il ne le laisse entendre, mais il ne s'est jamais laissé abattre. Hamilton croit sincèrement que la seule raison pour laquelle il est toujours aussi déterminé à devenir empereur, c'est à cause d'Helena et de sa promesse. Il y a tant d'années. Cela l'inquiète. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour réaliser son rêve. Mais n'a-t-elle pas été trop pressée de lui jurer fidélité? Après tout, son but dans cette vie était la paix et la tranquillité. S'impliquer dans la politique de la famille impériale est tout le contraire. Ce soir-là, Helena convoque César dans sa chambre privée pour une séance spéciale. Elle veut lui apprendre quelques tours qui ne sont pas si honorables que cela, sans la présence de son frère. Sans crier gare, elle s'élance sur lui, manquant de lui trancher l'épaule. César est déstabilisé, essayant de suivre tous les nouveaux mouvements et tactiques qu'elle lui propose. Il fait de son mieux pendant quelques minutes, mais Helena finit par le désarmer et remporte le premier round. Le suivant est tout aussi brutal. Un coup surprise de son épée le laisse tremblant sur le sol. Alors qu'il la regarde en état de choc, Helena lui dit qu'elle ne sera pas satisfaite tant qu'il ne pourra pas la tuer lui-même. Ça devient sérieux tout d'un coup, mais j'imagine que le fait d'avoir entendu parler de ses tentatives d'assassinat l'a vraiment ébranlé. Sa détermination donne un coup de fouet à César, qui saisit son épée et repart à l'assaut. Ils poursuivent leurs entraînements spéciaux tout au long de l'été. César grandit de jour en jour, malgré les efforts incroyables qu'il doit fournir pour suivre son maître. Pendant ce temps, Agathe et le prince poursuivent leur intense rivalité. Un jour, alors qu'Helena prend le thé, Agathe fait part de ses soupçons, affirmant que César a de sombres intentions à son égard. « Ah bon? Celui-là même qu'il a supplié de dormir dans son lit l'autre semaine ?» Je n'en suis pas si sûr. Mais Agathe est aussi jalouse du temps qu'ils passent ensemble pendant le cours d'épée. Helena propose donc de l'envoyer dans une école pour qu'elle s'entraîne, ne comprenant pas du tout où sa servante veut en venir. Bien qu'elle ne veuille pas prendre d'autres élèves, Léonard aurait bien besoin d'un partenaire d'entraînement plus proche de son niveau lorsque César partira. Elle promet donc d'enseigner elle-même à Agathe après le départ de César, en l'avertissant que si elle ne rattrape pas Léonard dans 1 an, elle sera envoyée à l'école d'escrime. Cela semble dur, mais si quelqu'un a la détermination nécessaire pour faire quelque chose d'aussi impossible, c'est bien Agathe. À la fin de l'été, Helena a réussi à enseigner à César tous les sales tours qu'elle connaît et peut le renvoyer au palais en sachant qu'il sera à l'abri de toute nouvelle attaque. Les choses reviennent à la normale au domaine des Paresca et, pendant un certain temps, Helena jouit de la paix et de la tranquillité avec son frère et sa servante. Mais 5 mois plus tard, une femme arrive au domaine et bouleverse complètement tout. Une dame nommée Loena Evergreen est envoyée au nom du prince César pour livrer 2 lettres, une pour chacun des frères et sœurs. Elle les informe que si cette invitation est communiquée à quelqu'un d'autre, le prince s'enfuira immédiatement. Les lettres sont en fait des invitations à la cérémonie de couronnement de César. Les Paresca l'ont d'ailleurs découvert il y a quelques jours. Les couronnements ont généralement lieu au début de l'année, mais celui-ci aura lieu cet hiver. Apparemment, César veut que son anniversaire et son couronnement soient célébrés en même temps. Helena espérait ne pas être invitée. Elle et Léonard sont techniquement trop jeunes pour assister à de grands événements comme celui-ci. De plus, elle ne veut pas avoir à se rendre dans la capitale. Elle dit la même chose à Loena, à l'exception du fait qu'elle ne veut pas être dérangée, bien sûr. C'est alors que la dame lui demande de regarder à nouveau la lettre d'invitation. En petits caractères, tout en bas, il est écrit que si Helena refuse de venir, il racontera à tout le monde la fois où elle a demandé à toucher sa cuisse. Waouh, il l'a vraiment fait. Il a surpassé son maître. Furieux, Helena décide finalement d'y aller,
surtout parce qu'elle veut l'étrangler elle-même. C'est alors que Laoena annonce la deuxième raison de sa présence. Le personnel impérial a déjà préparé quelques tenues pour elle. J'ai l'impression que c'est vraiment pour qu'Helena ne puisse pas utiliser l'excuse qu'elle n'a pas le temps de se faire une robe. Comme c'est la première fois qu'Helena et Leonard sont introduits dans la société noble, ils doivent se montrer sous leur meilleur jour et apprendre les noms et les familles des nobles qui seront présents. Je comprends maintenant pourquoi c'est si compliqué. Je ne voudrais pas y aller non plus. Le jour du couronnement arrive enfin, et toute la famille Paresca s'y rend. Cependant, les enfants n'ont pas le droit d'assister au couronnement proprement dit, car il est réservé aux officiels de très haut rang. Le plan d'Helena est de rester en arrière-plan et de ne pas faire de conversation jusqu'à ce qu'elle soit autorisée à rentrer chez elle. Mais au bout de 30 minutes, quelqu'un a déjà renversé du vin sur sa robe. C'est ainsi que le scénario s'est arrêté. Je ne sais pas si la fille voulait renverser le vin ou non, mais maintenant elle va devoir changer de vêtements. Avant cette mini-catastrophe, Helena s'en sortait plutôt bien. Elle est belle, et elle vient d'une famille puissante qui a peu d'ennemis puisqu'elle ne fait pas de politique. Alors bien sûr, elle est très populaire auprès des garçons. Léonard se débrouille également très bien avec les dames, car sa réputation d'épéiste s'est répandue partout. Il en profite probablement aussi. Mais pour Helena, c'est l'enfer. Elle ne parvient à s'échapper que parce que son frère se fraye un chemin parmi tous les célibataires et l'escorte jusqu'à une pièce tranquille. Il la laisse reposer en paix, mais une blonde nommée Eulika Brontë vient se présenter. Elle a l'air gentille, mais les Brontë sont la famille de la première impératrice, celle qui a le plus intérêt à tuer César. Il est donc suspect que des membres de sa famille se présentent au couronnement de César. Helena traite donc Eulika avec prudence. Au début, elles font la conversation sur le fait qu'elle est si proche de César. Puis Eulika se penche sur elle et lui demande à voix basse quelle est sa relation avec le prince. Avant qu'Helena n'ait eu le temps de répondre, elle a renversé du vin rouge sur sa robe et fait toute une histoire. Quelle sournoise! Elle a même préparé une robe supplémentaire et l'offre à Helena. Bien sûr, la robe de rechange sera horrible. Alors, au lieu de céder et de l'accepter, elle jette le reste du vin au visage d'Eulika. Helena ne se laisse pas faire. Maintenant qu'elle est couverte de vin, Helena lui suggère gentiment de porter la robe de rechange. Les rôles sont inversés. Les dames ont l'air mortifiées lorsqu'elles réalisent que non seulement leur blague s'est retournée contre elles, mais qu'elles ont aussi fait de la fille la plus proche du prince héritier une ennemie, et qu'elles ont même ruiné la robe qu'il avait choisie pour elle. C'est littéralement la seule personne que vous ne voulez pas irriter. Helena tente d'enlever la tache dans d'autres toilettes, mais elle ne s'enlève pas, ce qui est un soulagement pour elle, car elle a cherché un moyen de s'échapper toute la soirée. Mais elle ne peut s'empêcher de penser à la fille Brontë. Outre sa proximité avec César, quelle raison aurait-elle de se faire une ennemie de la famille Paresca? Peut-être a-t-elle le béguin pour le prince, mais quel que soit son plan, Eulika a clairement échoué. Dans le hall, quelqu'un annonce l'arrivée du prince héritier César, mais Helena reste à l'intérieur. Elle se tient près de la fenêtre alors que la neige commence à tomber, pensant à l'époque où elle était elle-même empereur. Elle est sur le point de fermer la fenêtre quand soudain une autre paire de mains apparaît à côté d'elle. César a échappé à son propre couronnement pour la surprendre. Helena est choquée qu'il ne soit pas littéralement couronné en ce moment même. Je veux dire, c'est sa fête! N'a-t-il pas la responsabilité d'aller voir ses invités? Mais comme d'habitude, sa priorité numéro 1 est Helena. Elle, de son côté, était bien décidée à lui tordre le cou pour l'avoir obligé à venir à cette fête idiote. Mais le voyant si épuisé par ses tâches, elle n'a pas le cœur à l'ouvrage. Elle fait une nouvelle remarque désinvolte sur sa taille, ce qui amène César à se pencher à son niveau. Et comme toute fille confrontée à un très bel homme à quelques centimètres d'elle, Helena panique. Helena plaisante en disant que puisqu'elle est le maître, il vaudrait mieux qu'il s'agenouille. C'est ce qu'il fait. Le prince héritier de l'Empire s'agenouille devant elle. Comment se fait-il qu'elle ne rougisse pas en ce moment? Trop gênée pour le lui dire en face, Helena lui couvre les yeux et lui souhaite un joyeux anniversaire et le remercie d'être né. Puis il lui prend les mains, se lève et lui dit qu'il n'est né que pour elle. Comment se fait-il qu'elle n'ait toujours pas compris le message? Après le couronnement, tout l'Empire a eu 3 jours de vacances. Alors que d'autres sont probablement allés faire la fête, Helena veut juste rester à la maison et dormir. Léonard, lui, sera occupé. Cela devrait permettre à Helena d'avoir la paix et la tranquillité. Si seulement un certain prince héritier ne se présentait pas à sa porte dès le lendemain. Helena lui reproche, à juste titre, de prendre autant de temps libre en tant que membre de la famille royale. Sérieusement, pourquoi a-t-il autant de temps libre?
Elle tente de le chasser de la maison, mais il finit par lui demander de passer du temps avec lui en guise de cadeau d'anniversaire. Et là, elle est coincée. Comme son seul autre souhait d'anniversaire est une villa au bord de la mer, il semble qu'ils passeront la journée ensemble. Et bien sûr, César veut être le plus public possible. Ils font le tour de la ville pour trouver des vêtements pour Helena, alors que c'est censé être son cadeau d'anniversaire. Elle lui demande pourquoi il s'arrête pour prendre des gâteaux et du thé, mais le prince répond simplement que c'est plus amusant d'acheter des choses pour elle. Alors qu'il s'assoit littéralement et la regarde avec un sourire tendre, Helena tente de l'ignorer. La conversation s'oriente ensuite vers la fête, et il lui demande si elle a rencontré quelqu'un. Il cherche manifestement à savoir si des garçons ont attiré son attention, mais Helena mentionne plutôt Eulika Brontë. Comme elle est probablement un sujet gênant pour le prince, elle n'explique pas ce qui s'est passé et change de sujet en offrant à César son vrai cadeau d'anniversaire. Ce n'est pas grand-chose, juste une écharpe tricotée. Mais à voir la tête de César, on pourrait croire qu'il s'agit d'un lingot d'or. Helena n'est pas très douée pour le tricot, alors l'écharpe est un peu grossière. Mais le prince héritier la met tout de suite et dit que c'est son cadeau préféré. Difficile à croire alors qu'on lui a offert des chevaux, des bijoux et des manoirs dans les montagnes. Mais c'est un signe de plus qu'il est fou d'Helena. Ce soir-là, Helena rentre chez elle en calèche, profitant du paysage de la ville la nuit. Depuis qu'elle vit à la campagne, c'est une occasion rare de visiter son ancienne maison. Après tout, c'est ici qu'elle a vécu en tant qu'empereur il y a 500 ans, mais d'une certaine manière, cela n'a pas beaucoup changé. César est endormi en face d'elle. Il est si fatigué qu'il ne se réveille pas lorsqu'elle l'appelle. Au moment le plus opportun, le carrosse passe sur une pierre, les projetant tous les deux l'un contre l'autre. On aurait dit que César était sur Helena et que leurs visages se heurtaient l'un à l'autre. Cela aurait pu être très romantique. Mais les deux semblent plus blessés qu'autre chose. Un autre moment parfait gâché. César semble aussi frustré que nous, lecteurs. Attendez, est-ce qu'il a organisé toute cette mise en scène pour qu'ils puissent s'embrasser? Non, certainement pas. Lorsqu'ils arrivent à la résidence de Duke City, Helena s'élance littéralement hors de la calèche, ne voulant pas passer une seconde de plus dans un silence gênant avec le prince. Mais dès qu'elle est dans la maison, Léonard remarque que sa lèvre est blessée et enflée. Elle finit par mentir, disant qu'elle s'est mordu la lèvre dans le carrosse. Le fait qu'elle soit rouge vif et qu'elle tremble est une toute autre chose, mais elle s'en débarrasse et se rend dans sa chambre pour dormir de l'humiliation. 2 jours plus tard, une tempête de neige s'abat sur toute la capitale, empêchant Helena de rentrer chez elle comme prévu. Elle est aussi toujours gonflée. En fait, c'est bien pire, ce qui rend encore plus déroutant le fait que César et Hamilton viennent lui rendre visite ce matin-là. Est-ce que ce gamin n'a pas de cervelle? Leurs lèvres gonflées sont littéralement assorties. N'importe qui avec des yeux pourrait voir ce qui s'est passé. Hamilton se plaint que César ne prend pas son travail de prince héritier au sérieux, alors Helena fait un signe parce qu'elle est en colère contre lui, évidemment. Ils forment une bonne équipe jusqu'à ce que Hamilton mentionne que César a disparu une nuit et est revenu avec une lèvre enflée. Parce qu'il n'est pas complètement idiot, Hamilton fait lentement le rapprochement, ce qui n'est pas difficile quand les deux réagissent de façon excessive à chaque petit commentaire. Heureusement, il se laisse facilement distraire lorsque Helena lui parle d'un livre célèbre qui fait partie de leur collection. Alors qu'ils partent le voir, le prince héritier demande à venir avec lui et se fait rembarrer. Helena lui lance un regard qui dit clairement « Arrête de faire l'idiot, nous avons besoin d'être séparés ». Au lieu de cela, il boude et fait sa drama queen. Pendant ce temps, à la bibliothèque, Hamilton se passionne pour de vieux livres à l'écriture soignée. Pendant qu'il marmonne pour lui-même, Helena ne peut s'empêcher de penser au regard que César lui a lancé avant qu'elle ne parte. Il avait l'air blessé, mais il est difficile de savoir si c'était pour dissimuler sa blessure ou parce qu'il était réellement contrarié. Tout en réfléchissant, Helena se plaint à voix haute que César soit revenu la déranger. Hamilton admet qu'en fait, c'est lui qui avait prévu de venir ici aujourd'hui. Oui, il voulait se plaindre de leur emmerdement mutuel, mais il voulait aussi voir César se détendre un peu. Le couronnement a causé beaucoup de stress. C'est pourquoi il a amené son jeune maître à Helena pour un moment de repos. Hamilton admet également que le couronnement a été organisé plus tôt que prévu parce que la consort impériale est sur le point de devenir la première impératrice. Cela met César dans une position dangereuse. Si elle devient impératrice, son fils s'emparera du titre de prince héritier et tentera de le retirer à César. Cela éclaire également les activités du duc Paresca. Jusqu'à présent,
Ils étaient neutres dans la politique impériale, mais le duc a assisté à de nombreuses réunions mondaines ces derniers temps, et Helena ne savait pas pourquoi. Aujourd'hui, elle le sait. Son père a officiellement pris le parti de César. C'est peut-être pour cela que Lyca a eu le culot d'être si impoli avec elle, parce qu'elles sont dans des camps opposés sur le champ de bataille politique. Tout cela est tellement confus. Helena demande à Hamilton pourquoi il lui confie ces informations. Il lui répond que c'est juste une récompense pour lui avoir montré le livre. Mais c'est bien plus que cela. Depuis qu'elle est jeune, Hamilton l'a toujours traitée comme une adulte et a essayé de la faire entrer dans la vie impériale. Aujourd'hui encore, il lui propose d'être son informateur sur les affaires de la ville dont elle est trop éloignée pour entendre parler. Je suppose qu'il lui fait confiance et qu'il veut la garder aux côtés de César. En parlant du prince héritier, lorsque Helena revient de la bibliothèque, elle le trouve endormi près de la fenêtre. Il ne dort vraiment que lorsqu'il est près d'elle, n'est-ce pas? Elle lui donne un coup sur la tête pour le réveiller et plaisante en disant qu'elle était sur le point de dessiner sur son visage. Puis, très soudainement, les choses deviennent calmes et sérieuses entre eux. César tend la main pour toucher son visage, murmurant que sa blessure n'est toujours pas cicatrisée. Puis, sans crier gare, il l'embrasse. « Je n'arrive pas à croire que c'est enfin arrivé. Je ne veux pas gâcher le moment, mais je ne pense pas que ce soit la bonne façon de guérir une lèvre enflée. » Alors qu'elle est encore sous le choc, César lui demande s'ils peuvent s'embrasser. « Ok, il est du genre à faire d'abord et à demander la permission après. » Helena dit la même chose, mais César s'en moque. Il est déjà à mi-chemin de ses lèvres quand il dit qu'il va recommencer. Ok, au moins, il sait ce qu'il veut. N'était-ce pas il y a seulement quelques chapitres qu'ils étaient en des enfants? Connaissant Helena, elle va immédiatement rationaliser tout le romantisme de cette histoire. Quelques jours plus tard, la neige se dissipe et Léonard et Helena peuvent retourner au domaine du duc Paresca. Hamilton et Loena viennent les accueillir. La seule personne qui n'est pas là est César. Alors qu'il s'éloigne dans la calèche, Helena omet discrètement de dire qu'elle voulait le voir une dernière fois avant qu'il ne rentre chez eux. Le prince fait lentement fondre le cœur de cette reine des glaces, et j'en suis ravi. Soudain, nous nous retrouvons 3 étés après le couronnement. Léonard a impressionné le commandant de la nuit et s'entraîne maintenant à les rejoindre, ce qui fait qu'il ne rencontre sa sœur qu'une fois par mois. César est venu en visite chaque été comme avant, mais ces jours-ci, il ne peut pas rester longtemps. Agathe est obsédée par l'entraînement à l'épée et se bat toute la journée jusqu'à ce que ses mains soient enflées. Le 4e été après le couronnement, César revient au domaine de Paresca avec une invitation à la compétition d'épée de la famille impériale. Les années précédentes, seuls les chevaliers pouvaient y participer, mais cette année, il n'y a aucune restriction. Il cherche clairement à convaincre Helena de se joindre à lui, mais celle-ci propose plutôt à Agathe de s'y présenter. Bien sûr, le prince lui-même se battra. Depuis que la famille Grey a succédé à l'empereur Dante, le prince doit participer à toutes les compétitions. Et quand Helena apprend que le prince va concourir, elle accepte d'accompagner ses élèves à la capitale pour la compétition. Pourquoi ai-je l'impression que cela ne peut qu'aboutir à un désastre? Ce soir-là, César s'apprête à partir quand Helena le surprend sur le pas de la porte. Depuis leur baiser d'il y a 3 ans, la situation est délicate entre eux. Ni l'un ni l'autre n'en ont jamais reparlé. Et maintenant qu'il est très occupé, leur relation commence à s'estomper. Mais pas trop. Alors qu'il s'en va, César se retourne soudain pour serrer Helena dans ses bras et lui demander de lui donner de l'énergie pour les épreuves à venir. Mais est-ce que quelqu'un d'autre se demande comment les choses sont devenues si lentes? Comment ont-ils pu avoir un tel baiser et l'ignorer pendant 3 ans? Quoi qu'il en soit, 1 mois plus tard, la compétition arrive. Helena et Léonard se rendent à la capitale pour y participer avec Agathe, qui est fascinée par chaque petite chose. Elle n'a jamais été en ville auparavant et n'a jamais vu le glamour du palais dans les rues. Helena la trouve si gentille qu'elle lui offre de nombreux cadeaux, ce qui ne fait qu'intensifier son esprit combatif. Avec la participation de tous les disciples d'Helena, le vainqueur sera certainement l'un d'entre eux. Après leur petite séance de shopping, Helena s'éclipse pour rejoindre César. Elle ne dit pas à Léonard où elle va. Elle arrive dans un restaurant, mais c'est Hamilton qu'elle rencontre en premier. Elle veut des informations sur la famille Brontë, en particulier sur les activités de la première impératrice. Hamilton commence par l'essentiel. Comme elle l'a sans doute deviné, l'empereur tente de faire de son propre fils, Front, l'empereur. Pour une fois, César est en position de force. Ils ne peuvent pas simplement échanger le prince héritier. Au lieu de cela,
Ils essaient de faire en sorte que l'un des leurs devienne princesse héritière, et vous ne devinerez jamais qui ils ont choisi. C'est Eulika, bien sûr. Il est clair que le moment de parler des fiançailles de César est enfin arrivé. Hamilton dit qu'ils ont assez de pouvoir pour faire d'Helena la princesse héritière à la place, mais elle refuse. Elle n'a aucun intérêt à devenir impératrice puisqu'elle a déjà été empereur et elle déteste les mondanités. Honnêtement, elle serait la pire personne pour ce poste. Mais ce n'est pas pour autant qu'il lui sera plus facile de voir une autre personne épouser son prince. Helena repousse toute idée de mariage au plus profond d'elle-même, se concentrant sur la compétition qui l'attend. La foule est dense, mais heureusement, les places des nobles sont situées un étage plus haut. Elle ne s'attendait pas à ça, la personne qui prend place à côté d'Helena est la femme du moment, mademoiselle Eulika Brontë. Après leur dernière rencontre, elle a une peur bleue de la princesse Paresca, mais Helena trouve la situation très confuse et refuse de la laisser changer de place. En fait, Helena est parfaitement polie, mais en réalité, elle observe attentivement Eulika, se demandant comment quelqu'un d'aussi nerveux va pouvoir survivre au sein de la famille impériale. Bientôt, le dernier round de combat commence. Agathe perd son match, mais elle s'est admirablement bien comportée et a reçu beaucoup d'attention de la part de la foule. Le suivant est Léonard, qui gagne son match en un seul mouvement. Bon sang, il est bon. Le dernier à s'affronter est le prince, qui défait ses ennemis sans hésitation. La foule semble un peu plus effrayée par lui qu'impressionnée, mais je suppose que c'est logique puisqu'il utilise le style de combat personnel d'Helena. Le dernier match oppose César et Léonard. Ils se battent avec acharnement et offrent un beau spectacle aux nobles. Mais à la fin, comme vous vous en doutez, c'est César qui gagne. Les filles deviennent toutes folles, surtout Lady Brontë, qui est pratiquement obsédée par lui. En tant que vainqueur, César reçoit une couronne. La tradition veut qu'il la donne à la dame de son cœur. Ça va devenir très intéressant. Il s'approche d'Eulika, qui attend avec impatience, tandis qu'Helena fait semblant de ne pas y prêter attention. Eulika félicite chaleureusement le prince et lui dit qu'elle a cru en lui dès le début. César lui sourit chaleureusement, tandis que l'impératrice l'observe avec un sourire suffisant. Il retire la couronne de sa tête, mais elle ne va pas à Eulika, elle va à Helena. D'accord, j'adore la romance, mais là je suis très stressé. L'impératrice ne va-t-elle pas piquer une crise? César proclame haut et fort que sa victoire appartient à son maître. Je ne sais plus si c'était un geste romantique ou un signe de remerciement. Après cela, des rumeurs commencent à circuler entre les nobles sur le talent d'Helena. Tout le monde se demande si elle lui rendra son affection, mais ils se demandent aussi ce qu'il adviendra de Lady Brontë à présent. Derrière les portes closes, Helena donne déjà une leçon à son élève. Tout en polissant son épée devant lui, il s'excuse déjà pour le crime qu'il a commis en la propulsant sous les feux de la rampe et en lui causant tout un tas de problèmes. Il est vraiment bien formé. Outre les rumeurs, Helena est également contrariée, car elle pense qu'il l'utilise dans sa guerre contre l'impératrice. Mais il gagne à nouveau sa sympathie en se plaignant qu'il essayait seulement de lui montrer les résultats de son enseignement. D'une manière ou d'une autre, Helena se sent poussée à le rassurer en lui disant que tout va bien. Elle est reconnaissante pour la couronne et admet même qu'il mérite une récompense. « Oh, Helena, tu te laisses si facilement berner. » Ravi, César se réjouit immédiatement et lui donne un baiser sur la main, lui disant qu'il attendra avec impatience sa récompense. Lorsqu'elle raconte l'histoire à Léonard, celui-ci semble tout aussi impressionné par les tactiques de manipulation du prince. Il lui remet également une lettre portant le sceau royal, mais elle ne vient pas de César, elle vient de l'impératrice. Le méchant numéro 1 est entré sur le champ de bataille. Et c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Qu'en avez-vous pensé? Comme toujours, n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour la prochaine partie afin que nous sachions que vous en voulez plus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt dans la prochaine partie.